Et les proches, ça les casse, clairement. Donc, une question toujours qui vient, qu'est-ce qu'il faut faire s'il rechute? Que faire s'il refuse de revenir ou de se soigner? Il me reproche que je ne lui fais pas confiance. C'est vrai que le dépendant, surtout quand il vient dans une clinique où il fait 4 semaines, il prend le virage, il est plein d'enthousiasme, il attend que les proches courent derrière, mais ils ne peuvent pas. Il y a eu des années, des promesses et des déceptions, ils ne peuvent pas d'un jour à l'autre faire confiance. La confiance vient avec des preuves, avec du temps. Moi, je travaille avec des gens qui sont en rétablissement depuis des années. Ça ne me vient pas à l'esprit de les regarder quand je les vois entrer pour savoir s'ils ont consommé ou pas. Parce qu'ils vivent d'une façon que je sais comment, voilà, que ça va. Hein. Donc, ça, c'est un point d'accroche entre dépendant et codépendant. Voilà, je crois que... Donc, groupe d'entraide, Richard parlait d'alcoolique anonyme. Sur le même modèle, il y a les groupes pour les personnes proches, Al-Anon, Coda, Naranon, etc. Ce sont des groupes autogérés par les personnes codépendantes. Ils sont gratuits. Donc, souvent, quand les gens disent « Ah, mais c'est des traitements très coûteux », pas vraiment. Parfois, ça suffit d'un sevrage pour les dépendants et qu'il aille au groupe d'entraide. Et pour les proches, voilà. Parfois, ça suffit des groupes d'entraide pour s'en sortir et changer vraiment la façon d'approcher les problèmes. Donc, important, le soutien 24 heures sur 24. Quand un dépendant a tout d'un coup un besoin impérieux de consommer, attendre de voir son psy une semaine d'après, c'est trop tard. Mais pouvoir téléphoner à un AA ou un ENA tout de suite, c'est juste extraordinaire. Et la même chose pour les codépendants. Il n'est pas rentré, il ne m'a pas téléphoné, il n'est pas venu au rendez-vous. L'angoisse, ça vient, mais tout de suite, c'est automatique. Donc, pouvoir immédiatement vider son sac, parler à quelqu'un, trouver du support, c'est extraordinaire. Les avantages, c'est la liberté de s'abstenir de tout porter à la place des autres, les laisser se responsabiliser et de s'abstenir de trop faire. Hein? Il y a en anglais, on dit less is more. Souvent pour les codépendants, c'est hyper important. Faire moins, c'est faire plus. Donc, les proches peuvent aider à détecter la maladie et la dépendance. Moi, je suis triste que, par exemple, dans les urgences, dans les hôpitaux, où il y a beaucoup de personnes dépendantes qui arrivent suite à des accidents, rarement ou jamais on consulte les personnes proches. Donc, on soigne la blessure et ciao. Il n'y a pas d'information ni pour les uns ni pour les autres. Les proches pourraient donner des indices hyper importants. Ils peuvent aider à diminuer le déni du dépendant. Et puis, surtout, si il permet de faire face aux conséquences de son comportement, il y aura un progrès. J'aime beaucoup les alcooliques anonymes qui disent « l'alcoolique va s'en sortir quand les proches arrêtent de mettre la main entre le front de l'alcoolique et le mur, quand il leur permettra de se cogner à la réalité. » Tant que les codépendants font tout à la place de l'autre. Le dépendant, il est à côté, hein, il est à côté de la plaque. Et puis, le codépendant le soutient le dépendant. Et je pense que si on tenait compte des proches et des codépendants et on les incluait dans les traitements, on pourrait aussi augmenter le pourcentage des proches, des dépendants qui se soignent, qui est très bas. Donc, l'alcoolisme, la pharmacodépendance et toutes les dépendances, comme disait Richard, sont des maladies, mais les plus importants, ou en tout cas auto-important, c'est qu'ils se soignent. Parce que souvent les gens disent, quand ils sont pas de très bonne foi, ils disent « Ah, mais j'ai une maladie. Voilà, donc je n'y peux rien, c'est une maladie. » Non, c'est une maladie, c'est juste, mais elle se soigne. On n'est pas face à
un Alzheimer ou une démence ou je ne sais pas quelle psychose, les gens qui s'en sortent de la dépendance active, ce sont les gens les plus extraordinaires que moi je connais personnellement. Comme ils tournent ce qui font, qui les détruit à leur avantage, mais ça donne des personnes extraordinaires, d'intensité, d'intérêt. Voilà, ils ont un plus, mais il faut se soigner. Et ce n'est pas avec le sacrifice de proches ou d'autres personnes qui s'en soignent. Cette méthode fonctionne. Je suis ravie que Rosolac la propose. Comme vous avez entendu avec Richard, c'est un tabou. Pourquoi ça crée si peu d'enthousiasme? Moi, j'ai mes hypothèses, mais je ne veux pas vous les dire parce que je suis enregistrée et je ne veux pas avoir des procès. Donc voilà, ça c'est un petit dessin de la fille d'une de nos patients qui est venue la voir un week-end. Elle était convaincue que sa fille ne s'était pas rendue compte du tout de son problème. Par les dessins, vous pouvez voir qu'elle était très petite, je ne me souviens plus, 6, 7, peut-être 7 ans. Et puis elle disait, voilà, ça c'était toi maman, avant de venir, et ça c'est toi maintenant. Donc pour les gens qui pensent que les enfants ne sont pas affectés, voilà, j'ai des preuves, bien des preuves du contraire. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous avez des questions pour nous, parce que le temps a avancé et j'aurais encore 1000 choses à vous dire, mais ça sera pour une autre fois. Et puis merci beaucoup pour écouter si attentivement et de partager mes intérêts, ma passion pour ce travail. Curieuse, parce que monsieur, vous avez émoussé un peu ma curiosité. Tout à l'heure, vous avez dit, quand on pose une question à quelqu'un qui consomme de l'alcool, pourquoi vous consommez de l'alcool, vous avez commencé, vous avez dit, il n'y a qu'une réponse. Et, ah oui. Et c'était quoi? Pardon. Il n'y a qu'une réponse qu'on peut faire. La seule réponse, c'est que la personne doit dire, il y a des anomalies, j'ai des déficits dans la régulation de la production de mes émotions. C'est la seule vraie réponse. Elle est neurologique, elle est scientifique, elle est physiologique, elle est biochimique. Voilà. Tout le reste, c'est des excuses. Parce qu'un alcoolique trouvera 1000 excuses. Il consomme parce que sa femme ne comprend pas, parce que c'est son patron, parce que... On trouvera 1000 excuses. Donc on évite surtout de poser cette question. Pourquoi? J'ai répondu? Oui, merci. Et dans cette méthode, on ne va pas dans le pourquoi, on va dans le comment. Comment faire pour en sortir? Parce que tout le monde a eu en France, il y a des gens qui ont fait 20 ans de psychanalyse, ils connaissent leur vie de droite, de gauche, de tous les côtés, ils ne s'en sortent pas. Donc, plutôt, voilà où je suis aujourd'hui, comment je fais pour m'en sortir? Suivez. Allez au groupe. Oui. Moi j'ai une petite remarque là, je suis un peu surpris quand même que vous dites que c'est des anomalies de naissance. Parce que quand même c'est aussi l'environnement, parce que si on regarde dans les campagnes, il y avait des enfants qui buvaient un petit peu d'alcool parce que l'ouvrier lui donnait un petit peu d'alcool. On disait même que dans les montagnes en Haute-Savoie, on mettait de l'alcool sur le pain sec pour que les enfants mangent le pain sec. Alors si les enfants mangeaient du pain sec à partir de 2 ans, je pensais aussi en accoutumance, non? Oui, alors c'est juste. C'est juste, on a probablement la possibilité d'activer des gènes déficitaires ou des gènes qui encodent mal, et que si l'environnement n'est pas là, c'est probable qu'il ne se serait pas activé et que la dépendance ne serait pas intervenue. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est vraiment les gens... moi j'aime bien dire, si vous aviez été, en parlant à un dépendant, si vous aviez été moi, si j'avais été sur une île déserte, j'aurais trouvé le moyen de faire fermenter des bananes. Oui, tout à fait. Mais bon, je prends par exemple, j'étais fils de paysan. Je sais que chez moi, il y avait toujours la bouteille d'eau de vie sur la table. Donc quand on était gamin, on la goûtait, même à partir de 5 ans.
Donc, je sais pas, j'ai pas l'impression que je suis un alcoolique. Non, voilà, parce que probablement vous n'avez pas les prédispositions, malgré l'environnement. Malgré l'environnement, d'accord. Oui. Comment encourager quelqu'un qui vit seul, qui est jeune, à se soigner? Alors, si vous avez des contacts affectifs, si on aime une personne, non, si on aime une personne, il faut aimer une personne vraiment pour vouloir l'aider déjà. Et puis ensuite, on doit lui dire ça. On doit lui dire, écoute, je tiens à toi parce que je t'aime, mais comme ça, comme c'est actuellement, je ne suis plus d'accord. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est au moins que tu consultes. Et puis après, les professionnels vont faire cette motivation qui est une approche très spécifique du modèle Minnesota, qui n'est justement, qui ne juge pas, qui explique tout de suite. En fait, la première consultation, on explique à la personne ce concept de maladie primaire. Et on va dire ce qu'on disait tout à l'heure, pour corroborer, on va dire qu'on n'est pas responsable d'avoir développé cette maladie, comme Daniela disait, on est responsable de la traiter. Alors, comment on fait? On n'a pas de clé miracle, on n'a pas de baguette magique. Mais on a toutes les stratégies, je dirais, sont bonnes pour mettre quelqu'un en traitement. On peut avoir des pressions de l'employeur, ça arrive. Beaucoup dans les entreprises américaines, elles ont un pacte que quand on signe un contrat dans une entreprise américaine, chez ex-Swissair, dans les compagnies d'aviation aussi, bien sûr, on comprend pourquoi, même si la règle n'est pas toujours respectée, qu'on s'engage à ne pas consommer. Et là, la société, l'entreprise, peut avoir le droit de soigner la personne si elle développe un problème d'alcool. C'est-à-dire qu'on peut faire la pression en disant ou vous vous soignez, ou bien vous vous dort. En somme, tous les moyens sont bons. La pression de la famille, des interventions de la famille réunie, qui disent écoute, on tient à toi, mais comme ça on n'est plus d'accord de continuer. Donc tu te soignes ou malheureusement on ne pourra plus t'aider. On décidera de plus t'aider. Mais on n'a pas de clé, on n'a pas la baguette magique. Merci. Je vous en prie. Oui, vous avez parlé du manque de sérotonine qui serait un facteur objectivé pour cette maladie, mais est-ce qu'on fait des analyses de sang pour le vérifier? Non, parce que ces hormones-là, adrénaline, noradrénaline, elles sont dans le sang, très justement. Mais ce qui nous intéresse, c'est les mêmes, bien sûr, c'est les mêmes molécules, mais elles n'ont rien à voir, leur concentration sanguine n'a rien à voir avec la concentration entre les neurones et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, ça se passe dans la synapse, donc la jonction entre deux neurones, qui se fait par ces mécanismes chimiques. Et si je suis dans une région du cerveau, dans la partie qui règle les émotions, on appelle ça le système limbique, si je suis par exemple dans la région qui règle la peur, donc j'ai que des clés adrénaline et puis des serrures adrénaline. Si le contact, la transmission de l'excitation de toutes ces cellules qui règlent la peur se fait pas bien, parce que je manque de transmetteurs qui vont passer le courant, eh bien la qualité de ma peur va être trop forte ou mal réglée. Donc le sentiment va être inconfortable. Et ce que fait une personne dépendante, peu importe s'il a bu ou s'il n'a pas bu finalement, quand on faisait une spécialisation aux États-Unis, Daniela était là, on m'a dit une fois, on n'a pas besoin d'être alcoolique, on n'a pas besoin de boire pour être alcoolique. Alors la première fois, je n'ai pas très bien compris. Ça voulait dire en somme que l'alcoolisme, c'est le faux mot. On a donné le nom de la solution à la maladie. La maladie, c'est pas l'alcool. Évidemment, la maladie, l'alcool va faire les dégâts. Mais donc, ce déficit de sérotonine, on ne peut pas le mesurer dans le cerveau parce que personne ne veut prêter son cerveau pour faire des expériences de son vivant. Oui. Donc vous reliez beaucoup la dépendance à tout ce qui est génétique, quoi. Donc quelqu'un, par exemple, dans sa famille qui n'avait jamais eu de personne alcoolique ou droguée,
sera... Enfin, Il devrait être protégé parce que, bon, les statistiques disent, ça on a appris il y a longtemps, que dans une famille où il y a eu des dépendants, ou un père dépendant, ou même les deux parents, un garçon a 3,5 plus de risques, on disait de chance, mais de risque de développer une dépendance, et puis les filles 3 fois plus. Alors pourquoi cette différence? Probablement parce qu'il y a des gènes qui sont responsables des mauvais encodages, donc du développement, de la prédisposition, des gènes qui sont liés au sexe. c'est pas par rapport à la situation familiale ou au niveau de vie, ou là c'est vraiment génétique, là, vous parlez. Oui, on a fait des études. Alors, c'est les... Ça n'a rien à voir avec la situation de la Si, famille. l'environnement joue un rôle quand même, mais bien entendu. Mais quand on parle de l'environnement, on n'avance pas. Quand on va voir pourquoi les gens boivent, alors si on commence à dire parce que mon père était dur avec moi, puis ma mère ne s'occupait pas de moi, c'est ce que disait Daniela. Dans les psychothérapies, qui vont revoir dans le passé ce qui s'est passé, ça coûte extrêmement cher. Ça dure 2 ans, puis au bout de 2 ans, on a un peu mieux compris effectivement ce qui s'est passé dans ma vie, mais ça ne me dit pas qu'est-ce que je fais maintenant. Maintenant que j'ai compris que je dois plus, puisque cette maladie est progressive, je ne peux plus consommer, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le psychiatre, il n'a pas de réponse. Il ne peut pas vous donner des outils. Donc on ne peut pas, ce modèle n'est pas efficace par définition. Il faut qu'on puisse dire, on s'en fout de ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais maintenant? Et bien maintenant je change. Alors il y a 3 choses qu'il faut faire. Si on veut sortir de cette maladie, c'est le concept du dragon à 3 têtes. Il faut couper les trois têtes en même temps, sinon il y a toujours une cure. Si on en coupe une, ça ne marche pas. La première tête du dragon, quand on est... En anglais, ça sonne bien. On dit drinking, boire. Il faut arrêter de boire pour que ses neurones et son système puissent déjà récupérer. Et puis qu'on commence à redevenir capable de discerner. Et on dit, quand on arrête de boire, il y a 2 choses qui reviennent. La première, c'est le bon sens. Parce que le bon sens chez un alcoolique, bonjour. Et la deuxième chose qui doit revenir, après, c'est la mémoire. Mais au début, c'est difficile, la mémoire pêche. Alors, les gens cherchent leurs mots, c'est pas très encourageant, mais c'est comme ça. Tout se rattrape. La deuxième tête du dragon, c'est sa façon de penser. Quand on regarde les dysfonctions d'un codépendant, on sait qu'elles sont très voisines de celles du dépendant. On trouve des excuses, on manipule, on essaie de montrer à l'extérieur que tout va bien, même si le gosse s'est pris une raclée et puis qu'il a un œil au beurre, il va dire « j'ai reçu une porte », il ne va pas dire à l'école « la maîtresse m'a demandé », il va essayer de protéger. Donc on a une dysfonction qui est répétitive et puis qui est caractéristique tant chez les codépendants que chez les dépendants, ou tant chez les dépendants que chez les codépendants. Ce qui fait qu'on a bien la même maladie parce qu'on a les mêmes symptômes, sinon ça ne serait pas la même maladie. Alors, ces symptômes, ces dysfonctions, il manipule, il se justifie, il trouve des excuses, il projette, il intellectualise, il rationalise, il dit oui mais tout le monde boit, oui mais j'ai lu que le Bordeaux c'est bon pour le cœur, des choses comme ça. Et ces dysfonctions, le jour où on arrête de boire, donc on a coupé la première tête du dragon, si on ne les corrige pas, ça ne va pas aller. C'est pas possible, ça ne va pas marcher. On a besoin d'une honnêteté, on a besoin d'humilité. Il faut savoir que les mécanismes, ces déficits réglant la sensibilité provoquent la construction d'une personnalité avec des mécanismes de défense. Si la personne ment ou raconte des histoires ou trouve des excuses, c'est pour corriger l'impact émotionnel. Si elle a un mauvais carnet à l'école, et c'est une personne future dépendante, mal réglée, un mauvais carnet, ses frères et sœurs ont aussi un mauvais carnet, ils rentrent de l'école, ils sont tous engueulés, 5 minutes après, ils vont jouer dans le jardin, celui qui est mal réglé au niveau de sa sensibilité, c'est une maladie émotionnelle, lui, il va jouer avec les autres, mais il ne sera pas dans le coup.